J'ai reçu un rêve prémonitoire avant de rencontrer mon mari, où j'ai reçu très clairement une image. De lui ? Oui, de lui, comme quoi on allait œuvrer ensemble avec un œil d'Horus. Il y avait un œil d'Horus sur le mur et qu'on allait travailler en fait ensemble dans la spiritualité. Et c'est quelqu'un que je connaissais un petit peu sans forcément l'avoir vraiment rencontré. Et je fais ce rêve. Et une semaine après, dans un festival spirituel, celui qui allait devenir mon mari passe devant moi. Donc vous le reconnaissez tout de Je le suite ? reconnais. Je cours derrière et je lui dis Mais non. j'ai fait un rêve, on va travailler ensemble. Oui, bon, lui était occupé, il faisait ses soins, il avait des clients qui l'attendaient, il est parti. Mais moi, je savais. Que c'était l'homme de votre vie ? Oui. Chers amis, bienvenue, merci d'être avec nous. Nouvelle rencontre avec celle qui est installée sur les canapés. On était en train de discuter en off tranquillement et c'est un parcours de vie que je prends plaisir à vous raconter avec Claire Jean Clissen qui est installée sur les canapés. Claire Jeanne, pourquoi je dis Jean ? Claire Jeanne, vous allez bien ? Oui, merci. Merci d'être avec nous, praticienne chamanique, autrice, médium. On va voir votre parcours de vie, on va voir de quelle manière évidemment vous êtes arrivé à ce que vous êtes aujourd'hui, Claire Jeanne. Alors, ce qui est intéressant, quand on lit votre fiche de prod et quand on voit un petit peu votre parcours, on se dit, est-ce que vous avez la nostalgie de cette première partie de vie et cette globe-trotteuse que vous avez été à parcourir le monde aux quatre coins, comme on dit ? Un petit peu quand même. Hein. Il y a 2 jours, Qu'est-ce qui vous manque ? La découverte, la rencontre de cultures différentes, la rencontre de personnes différentes. Le fait de ne pas être forcément dans une routine, c'est vrai que quand on s'installe, la routine vient avec. Quoi d'autre ? Est-ce que vous préférez avoir les pieds sur terre ou éventuellement le pied marin ? Je pense qu'il faut... Enfin, les pieds sur terre, c'est une bonne chose quand on fait, quand on est praticien chamanique. Mais le côté marin, le côté baroudeur, le côté explorateur, de toute façon, le voyage est dans ma vie. Que ce soit les voyages maintenant dans le palpable, que je continue quand même, même si c'est plus par la navigation, et puis les voyages dans l'invisible. Et les voyages dans l'invisible, c'est une jolie manière de présenter les choses. Alors, on va parler bien sûr de votre accompagnement, de votre parcours de vie et de ce titre qu'on a sélectionné au travers de ce que vous avez rédigé. Mes guides ont insisté pour que je rentre en France. Où étiez-vous donc passé ? Vous avez passé près de 20 ans sur l'eau ? Voilà, alors une dizaine d'années sur l'eau. Sur l'eau, ouais. Voilà, et 14 ans en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande. Donc, un pays que j'ai atteint justement après quelques années de navigation. Et où j'ai décidé de m'installer pour l'aspect spiritualité, entre autres. Hein. Le côté aussi faire une pause du voilier, après avoir eu 2 enfants nés à bord, avoir fait la maîtresse pendant 7 ans. Maîtresse, c'était pas Ils sont nés sur le bateto ? Ils sont nés, pas sur le bateau, oui, bien sûr, mais je veux dire pendant le voyage. Pendant le voyage, ouais. Oui, un en Martinique et ma fille aux Marquises. Et donc, magnifique. Et les 2 premiers, pour avoir une attestation de naissance, c'est pas trop compliqué, non ? Ça va ? Ça reste français. Ça reste français, oui, ça va, évidemment. C'est vrai que quand on appelle et qu'on a besoin, il y a un décalage et tout ce qu'il faut. Bon, vous avez passé donc 7 ans à faire l'école sur le bateau pour les enfants. Oui. Donc, ils n'ont connu que sur les 7 premières années, et on sait à quel point les 7 premières années chez un enfant, ça conditionne particulièrement la vie sur un bateau, pour le coup. Ils n'ont connu que ça. Tout à fait. Donc, mon fils n'a connu que la vie sur un bateau pendant 7 ans. Ma fille jusqu'à 3 ans et demi. Et donc, je jonglais. J'étais navigatrice le soir, maîtresse dans la journée. Et puis, entre les deux, on était aux escales, on rencontrait des personnes. On avait parfois l'occasion d'être invité à des rituels particuliers quand on était dans des tribus autochtones. Ça a été pour moi un début de l'éveil spirituel. Les fameux peuples premiers dont vous parlez. Les peuples premiers, j'ai une rencontre mémorable. Ça a été avec les autochtones de Gunayala, de Panama. Donc, ce sont des Indiens qui vivent encore en costume traditionnel avec des rituels très, très marqués et très respectueux de la nature. Et on s'est retrouvés à l'escale, en fait, invités sur leur petite île,
sans trop savoir ce qui se passait et à assister à un rituel de la ménarche, un rituel d'une jeune femme qui venait d'avoir ses règles. Et ça a été un moment marquant pour moi. Ce qui est assez incroyable, c'est de se dire qu'il vous accepte. Oui, alors là, on avait été très, très bien reçus, mais c'était grâce à mon fils, qui avait 8 mois. Et c'était toujours un petit peu un passeport, finalement. Hein. Les enfants dans les cultures sont toujours bien vus. Et on a eu beaucoup comme ça d'opportunités grâce à notre fils qui se mêlait très bien à toutes les cultures. Est-ce que vous partiez, quand vous partez effectivement sur le bateau, cette dimension spirituelle et le fait que vous soyez aujourd'hui praticienne chamanique, vous l'aviez déjà ? Non. J'avais la connaissance, j'avais des ressentis très forts. Donc, je pouvais ressentir les énergies des personnes. Je ressentais si les personnes faisaient semblant, mentaient, les énergies d'un lieu. J'ai toujours vu les esprits se promener, mais sans trop savoir ce qui se produisait. Ça, c'est votre médiumnité ? Oui, c'est plus la médiumnité, oui, tout à fait. En revanche, j'ai pris conscience, grâce à la navigation, qu'il existait quelque chose de plus grand. Parce que quand on est seul sur son voilier au milieu de l'Atlantique ou du Pacifique et qu'on entend le bruit de la mer, on ressent les énergies, on est sous le ciel étoilé, on a véritablement l'impression qu'on est une petite chose dans un univers plus grand. Et je pense que là, ça a été vraiment le début de la spiritualité, de sortir un petit peu de ce côté très nombriliste de nos sociétés occidentales et de se dire waouh, finalement, avec le monde marin, avec les éléments, on ne fait qu'un. Bonjour à tous, je suis Aaron Vial, je suis médium et je suis ravi de vous annoncer que je pars en tournée avec ABC Talk à partir du 23 avril 2026. Cette tournée s'appellera Révélation et lors de ces soirées, je vous transmettrai des messages de vos proches passés dans l'au-delà. Vous pourrez me poser vos questions et nouer un contact unique avec ceux que vous avez aimés. J'ai vraiment hâte de vous retrouver, de vous transmettre de beaux messages d'en haut. Je vais venir à votre rencontre, les amis, dans plusieurs villes. Alors, n'hésitez pas, réservez vos places sur le site abctalk.fr, rubrique événements. À très vite. Certains décrivent la même chose que vous en parlant du désert. Probablement, que je ne connais pas du tout. C'est un milieu que je ne connais pas du tout. Mais cette immensité, au milieu de nulle part, oui. Parfois effectivement un petit côté hostile, peut-être un peu moins qu'en plein océan. Ah ben c'est-à-dire ça arrive aussi, hein. Les tempêtes, les ouragans, j'ai des histoires, on en a vécu. Mais... J'imagine. Alors effectivement, ça n'en fait pas un métier. Parce que votre médiumnité, c'est cette ouverture spirituelle, cette sensibilité que vous avez là. Vous vous retrouvez en Nouvelle-Zélande. Et là, il y a quelque chose de très juste qui se passe dans le lien, au départ, l'observation des Maoris et des cultures premières. Alors, j'étais prof de lycée à l'époque et j'étais enseignante de français langue étrangère et d'espagnol. Et j'ai eu la chance d'avoir des postes dans des écoles, dans des lycées, où les pratiques maoris étaient très respectuées. Et me baigner, en fait, dans une autre perspective sur le monde, dans une autre façon de voir le monde, ça m'a ouvert à beaucoup de choses. Je parle souvent du lien aux ancêtres, le lien aux ancêtres que les Maoris honorent, que c'est quelque chose qui est très présent dans leur culture, où avant chaque réunion, on va honorer les ancêtres, on va les invoquer, on va les inviter. Et je me suis retrouvée dans un lieu, dans un marae, dans un lieu de palabre maori, justement en développement professionnel en tant que prof, où j'ai dû me présenter devant une audience et dire qui étaient mes ancêtres, d'où est-ce que je venais, quelle était ma généalogie, tout en ajoutant la région, ma rivière, ma montagne. Et ça a été un moment de bascule où j'ai pris conscience de l'importance du lien aux ancêtres, mais aussi de cette connexion à toute notre généalogie qu'on n'honore pas forcément ici en Europe, en France. Et
donc ça, c'est une des pratiques. Mais en Nouvelle-Zélande, il y a d'autres pratiques. Le côté très relié à la nature, bien sûr. Évidemment. Où on honore les arbres, on honore les animaux marins. Et on vit avec ça comme quelque chose d'assez incarné, finalement. Vous voyez, c'est pas ce côté... la spiritualité, c'est quelque chose qu'on fait le week-end. Oui, c'est ça. On vit dedans et on en parle facilement. Et donc, il y a un respect naturel. Vous vous intégrez très facilement ? Oui, ça se passe plutôt bien. Là, on a l'avantage d'être apprécié quand on est français. Ça aide. Ensuite, c'est toujours... C'est-à-dire que quand on arrive dans une nouvelle culture, il y a toujours un temps d'adaptation quand même. Parce que ne serait-ce que la langue, au début... Bien sûr. Je parlais anglais, mais là-bas, l'accent est quand même assez prononcé. Oui, il est particulier. Il y a des codes sociétaux, il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a des choses qu'on ne fait pas. On ne va pas là-bas... Je me souviens, dans le cadre du travail, on ne va pas se plaindre de quelque chose ou cogner du poing sur la table parce qu'on n'est pas content. S'il y a une situation difficile, ça se fait pas. Il ne faut pas faire de vagues. Donc on apprend ça. Quand on est français, c'est pas facile. Pourtant, quand on voit les espèces de Golgoth qu'il y a, quand même, oui, tout à fait. Il y a quelques muscleurs sur le terrain de rugby. Sur les All Blacks, évidemment. Dans le quotidien, c'est beaucoup moins... on fait pas de vagues, on s'écoute, on dit pas les choses profondément. Et ça, c'était un petit peu difficile. J'aime bien cogner du poing sur la table quand il y a quelque chose qui ne va pas. Quand les choses ne sont pas alignées. Donc on a dû vous prendre pour une personne un peu lunaire, non vous vous êtes tout de suite adapté parce que de toute façon lunaire, c'était... Mais, qui avait son franc-parler. À quel moment... Donc vous restez combien de temps en Nouvelle-Zélande ? 14 ans. 14 ans. 14 ans, j'ai fini par acquérir la nationalité. Donc j'ai un passeport néo-Z. Et j'en suis bien contente. Et vous en êtes contente ? J'en suis contente parce que c'est un pays neutre qui, a priori, ne s'implique pas dans les conflits. Donc, c'est toujours bon. Une deuxième maison où on peut aller au cas où les choses Il faut pouvoir y aller. C'est ça. Mais j'ai mon fils qui habite là-bas encore. Alors, le fait de rentrer en France... Donc les guides ont insisté. Les guides qui, à un moment donné, eux, ont peut-être tapé du poing sur la table en disant « Dis donc !» Il faudrait peut-être rentrer. Alors, est-ce que c'est une métaphore ou est-ce que c'est véritablement quelque chose que vous avez ressenti intrinsèquement, profondément ? Ah oui, entendu et c'était insistant. Insistant, tout à fait. Alors, on était, donc avec mon mari, on pratiquait déjà le chamanisme, la sonothérapie. Et on avait un petit studio dans une maison en bord de mer avec une entreprise qui tournait bien, une jolie communauté, un joli réseau, comme on dit ici. Et on était contents. Et puis, on a entendu, donc mon mari est clairaudient aussi, on a entendu clairement, il faut rentrer. C'est le moment de rentrer en France. Et on a tendance à ne pas douter de ce que nous disent les guides. En revanche, on était quand même bien installés et c'était quand même beaucoup de choses à faire. Là, ça faisait 14 ans. C'est un changement de vie radical. Et donc, on a re-questionné quand même. Vous savez, comme on fait toujours, on redemande, on cherche les signes, on regarde les synchronicités. Qu'est-ce que vous avez eu comme signe ? Tout le temps. Alors, c'était tout le temps. On rencontrait beaucoup de personnes qui nous disaient « Ah, ben, j'ai un Français à la maison. » Alors, toujours de Lyon. Donc, j'habite autour dans la région lyonnaise. Et toutes les personnes qu'on rencontrait nous parlaient de Lyon et de la région lyonnaise, où j'ai un woofer ou un visiteur qui vient de Lyon, où j'allais à la bibliothèque locale et j'ouvrais un livre et je tombais sur la France avec la région de Lyon. Je me disais, bon, ça c'est quand même intéressant, il y a quand même un appel. Et alors que vous n'aviez pas l'intention nécessairement, si vous deviez partir, de rentrer à Lyon ? Non, pas du tout. Non, on ne connaissait pas du tout la région. Ma fille pensait faire ses études en Europe, donc on questionnait un petit peu, mais moi je pensais l'accompagner, aller l'emmener en Europe et puis revenir ensuite. Et puis donc les guides continuent, donc on les entend. Moi je parle aussi tous les matins, je m'installe, je note aussi mes messages des anges avec lesquels je connecte. Et il est temps de rentrer en France, c'est le moment, vous serez aidés, mais il faut partir tout de suite. Vous avez peu de temps avant de rentrer. Alors, on écoute. On a fini par... Pas d'inquiétude ?
Parce que le message est quand même, c'est presque oppressant, quoi, de s'entendre dire vous n'avez pas beaucoup de temps, il faut rentrer en France. On fait confiance, ça a toujours fonctionné. On est toujours dans une espèce de guidance pour notre plus grand bien qui fonctionne et qui nous met toujours sur le chemin, donc on a fait confiance. La seule chose qui nous a fait douter, c'est que j'ai commencé aussi à avoir des visions un petit peu intenses. J'ai vu quand je me connectais à la France, je voyais des amérantes, je voyais des choses un peu lourdes, des énergies pas forcément très positives. Et donc on en a discuté avec mon mari, il m'a dit oui, mais on n'a pas le choix, ils insistent, ils veulent absolument qu'on rentre. Alors on a tout emballé, tout mis dans un container. En 3 mois, ça s'est fait. On a dit au revoir à toutes les personnes de notre réseau. On a fait nos derniers événements. Halluciné. Et on leur disait, on y va, on rentre. Les guides ont décidé. Et apparemment, c'est important. Et puis, on est arrivé en France avec nos bols de cristal, nos tambours chamaniques et nos petites valises, sans avoir de logement, sans avoir pensé que pour louer quelque chose, il faut des papiers, il faut des documents, il faut une justificatifs. preuve de travail dans le pays pendant quand même quelques années. Et en fait, on s'est retrouvés comme ça, sans rien, et on s'est dit, bon, il y a un moment, il faut quand même qu'on soit logé quelque part. Donc, on a commencé à faire du gardiennage de maison, à s'occuper d'animaux, puis on s'est dit, comme ça nous permettra de découvrir la région. C'est ce qu'on a, donc ça s'est bien enchaîné, Le Covid est arrivé, on était en gardiennage chez une personne, donc on a passé tous nos confinements dans un petit appartement, jusqu'à la sortie où là, un nouveau gardiennage nous a emmenés dans une ferme dans l'Ain, assez jolie, dans laquelle on s'est dit, mais ça pourrait être tellement un centre de bien-être. Et le propriétaire a fini par accepter de nous vendre sa maison. Et donc, on a créé un centre de bien-être dans cet espace. Donc, les guides qui avaient insisté pour que l'on rentre en France avaient raison, puisque c'était déjà un rêve qu'on avait auparavant. Or, en Nouvelle-Zélande, c'est difficile de créer un centre de bien-être, puisque les loyers étaient très, très élevés. C'était compliqué d'acheter, en fait. Mais moi, je suis stupéfait de voir la confiance. La confiance, toujours. Que vous accordez à ce que vous entendez, percevez, ressentez de vos guides. C'est-à-dire ces messages insistants. Alors, les messages sont identiques entre votre mari et vous. Vous entendez les mêmes? Alors, mon mari va les avoir de façon plus clairaudiente. Moi, je vais voir, mais c'était tout à fait confirmé. Il y avait des informations qui se partageaient entre l'un et l'autre. Mais c'est ce que je partage toujours avec les personnes qui viennent me voir, que ce soit en soins ou dans les accompagnements, dans les formations, c'est que cette guidance, quand on sait l'écouter, elle est toujours pour notre plus grand bien. Et c'est vrai que... Même si elle engendre des transformations radicales. Mais c'est ça. Là, c'était un changement de vie. Il y a eu forcément du travail dans la matière, des choses à mettre en place. Bien sûr. Mais c'était tellement aligné, tellement juste. Parce que quand on est arrivé à Lyon, tout de suite, tout s'est ouvert. On a rencontré des personnes avec lesquelles on a pu travailler très vite. On a pu proposer nos voyages sonores et nos prestations. Ça, c'était 6 mois, en fait, avant le Covid. Donc, on avait déjà constitué un réseau avant que... Est-ce que vous pensez que le vite de vos guides, c'était en lien avec le Covid? Le Covid, tout à fait. Parce qu'après, c'était très difficile de sortir de la Nouvelle-Zélande. Le pays est resté fermé pendant 2 ans ensuite. Et pour nous, les choses clairement nous attendaient ici. Pour nous amener où on devait aller, et notamment ensuite avec les ouvrages on peut en parler, écrire, etc. Ouais. Donc oui, écouter, faire confiance, lâcher bien entendu le mental, les questionnements. Le matériel. Le matériel, mais c'est surtout très pratique parce que justement, on n'a plus besoin d'être trop dans la tête, en fait. On entend le message, on fait confiance et on sait que tout va être mis sur notre chemin. Tout va être posé là. Et c'est ce qui s'est fait. Le premier jour à Lyon, on se trompe de rue et on arrive devant un centre de bien-être dans lequel on entre. On est accueilli et on a co-créé avec cette personne pendant 3 ans, 4 ans après. Donc tout comme ça a été aligné. Comment vous expliquez? Alors, vous avez quand même
le côté un peu rassurant des choses, c'est que d'abord, vous percevez, entendez la même chose pour votre mari. Ça, c'est le côté un peu rassurant des choses. Mais il y a peut-être des gens qui, profondément, ressentent cet appel, ce désir de partir, ce désir de transformer les choses, ce désir de prendre des décisions radicales comme celles que vous avez pu prendre, et qui, pour le coup, ne franchissent pas, ne font pas le grand saut ou ne franchissent pas les choses. Surtout, en plus, vous aviez 2 enfants en bas âge. Donc, on peut imaginer qu'effectivement, la transition était particulière. Alors, les enfants n'étaient pas nés. Là ça remonte à très, très loin. Ouais. Le départ en voilier, j'avais 25 ans, 26 ans. Donc là, il y avait un peu d'insouciance aussi. Oui. Il y avait le côté famille dysfonctionnelle que j'étais bien contente de fuir. Le côté aventure sans justement avoir déjà des crédits ou des choses sur le dos. Oui, mais ce que je veux dire, c'est quand vous prenez la décision de rentrer en France, les enfants sont là. Ah oui. Alors, plus grand. Donc, ma fille à l'âge de l'université et mon fils était déjà en train d'étudier. Il était... Ouais. Mais sur place. Oui, sur place, oui, tout à fait. Donc ça aussi. Oui, les études, tout ça, ce sont des choses, effectivement, et des décisions. Comment vous expliquez, quels conseils vous pourriez donner dans votre accompagnement, et en tant que praticienne chamanique, à ceux qui ressentent cet appel, mais qui sont en permanence dans ce doute? Déjà, vérifier en soi que cet appel soit bien un appel plus grand et pas lié à un désir de fuite. Comment faire la distinction? On ressent, on connecte à son corps, on fait des voyages au tambour, qui permettent, dans un état modifié de conscience, d'avoir beaucoup d'informations. On libère ce que l'on doit libérer, qui peut bloquer aussi cet élan de liberté. Et puis on prend... Pardon. Allez-y. Pourtant, c'est aligné. Pourtant, j'aimerais bien que plus de personnes bougent. Parce que c'est un désir que beaucoup de personnes ont finalement. Bien sûr. De quitter leur quotidien. Et ensuite conditionné par des peurs, conditionné par des doutes. Donc c'est ça, c'est aller voir, aller décortiquer en fait quelles sont les peurs. Souvent les peurs, c'est en lien avec le confort, c'est la perte de la famille, c'est le côté lien à l'argent aussi. Donc aller voir à la base, à la racine de tout ça. Et puis enlever. Et surtout, se rappeler que, encore une fois, quand on fait un petit pas vers ses rêves, vers son désir le plus profond, si celui-ci est aligné, on sera aidé en permanence. On est accompagné par tellement d'êtres qui veulent notre bien. Vous êtes l'exemple du lâcher-prise. Ouais. C'est vrai. Pour la guidance, certes, je veux bien le croire, pour la guidance, c'est vrai que j'ai appris à faire confiance très vite. Et comme j'ai eu la preuve que c'est toujours mieux de confronter sa peur, de passer de l'autre côté et d'y aller en faisant confiance, que oui. Vous êtes-vous déjà demandé si le tarot était bien plus qu'un simple jeu de cartes? Rejoignez-nous pour un webinaire exclusif avec Moreno Fazzari, tarologue de renom, formé par Jodorowsky, qui vous révélera comment le tarot peut devenir un miroir de votre âme et transformer votre vie. Découvrez les secrets de votre inconscient. Apprenez à lire les cartes sombres, comme la mort ou le diable, et participez à un atelier pratique en direct. Inscrivez-vous maintenant. Les places sont limitées. Le lien est dans la description ou en haut à droite de votre écran. Ne ratez pas cette opportunité unique de percer les mystères du tarot. Mais ça veut dire aujourd'hui que là, c'est une grosse étape de votre vie, effectivement, où vous quittez la Nouvelle-Zélande pour venir en France, parce qu'il y a cet appel. Mais plein d'autres il y en a plein d'autres exemples. Plein d'autres exemples. J'étais, avant de rencontrer mon mari actuel, j'étais en relation avec une personne pendant 7 ans. Et j'étais dans un travail, avant de devenir praticienne chamanique, qui ne me convenait plus. Et c'était pareil, j'ai beaucoup de personnes d'ailleurs dans les accompagnements qui sont aussi bloquées comme ça, dans des emplois qui ne leur conviennent pas, dans des situations de vie qui sont inconfortables, des relations, etc. Et je sentais que quelque chose n'était plus aligné. Donc je suis partie faire une retraite vipassana, les retraites 10 jours, en silence. Et là, tout s'est éclairci. J'ai en fait fait de l'espace pour recevoir cette guidance.
Et là, j'ai compris qu'il fallait que je quitte mon travail, que je quitte ma relation et que je quitte la région. Mon Dieu, mon Dieu. Et en quelques mois, c'était bouclé. Je suis allée au lycée dans lequel je travaillais, comme par hasard. Ils avaient besoin de se libérer de profs, ils avaient trop d'enseignants. Donc j'étais la première à partir. En échange, ils m'ont donné 1 année de salaire contre formation, ce qui m'allait très très bien. J'ai terminé ma relation, c'était très juste aussi avec la personne. Et puis j'ai emmené mes enfants dans une autre ville. Et tout s'est aligné, j'ai trouvé la maison que je voulais et dont j'avais déjà... Je suis arrivée dans une région dont j'avais déjà entendu parler avant. J'avais eu la guidance précédemment. Et oui, alors le problème de la guidance, c'est que parfois, elle vient très en avance. C'est-à-dire qu'on peut avoir une guidance comme ça très précise 10 ans avant que quelque chose se passe. Ah oui. C'est l'exemple de la guidance pour ce livre-là. On va les mettre là, je les ai en mais visuel. Donc j'ai l'habitude. l'habitude pratique du voyage au tambour. Voilà, j'ai l'habitude de consulter mes guides le matin en fait, en écrivant. Et il m'avait dit, alors que j'étais encore en Nouvelle-Zélande, tu écriras un guide pratique en français. Et je sais plus les détails. Mais toujours est-il que j'ai commencé, quand j'entends quelque chose comme ça qui est très clair, très précis, très vif, je me mets au travail. Mais j'ai fait beaucoup de brouillons, beaucoup d'essais, 10 ans après le livre est sorti. Mais j'ai des petits carnets où je retrouve en fait mes guidances d'il y a quelque temps. Et quand quelque chose ne s'est pas produit, j'y retourne en me disant mais il y a quelque chose de pas juste là, j'attends. Mais oui, alors donc après, faire confiance à sa guidance, c'est quoi ? C'est ressentir aussi la vibration qui accompagne un message qui va être particulièrement, qui va venir vous saisir au cœur, qui va venir vibrer d'une certaine manière, un message qui va sembler juste et qui ne va pas vous remettre dans la tête. Et ça s'apprend ? Oui, ça s'apprend, ça se ressent. Moi, je forme à la médiumnité. Et justement, dans mes formations médiumnité, j'incite les personnes à vraiment être dans le ressenti corporel, mais dans le ressenti des messages et dans cette distinction, en fait. Message intuitif et message qui remettent dans la tête. Et les personnes y arrivent. Et les personnes commencent à suivre ça et ensuite s'ouvrent à quelque chose finalement à la magie de la vie. Et surtout se retrouvent sur un cheminement qui est beaucoup plus authentique avec qui elles sont vraiment. En fait, c'est une façon pour se retrouver, soi, puisqu'on élimine tout ce qui vient parasiter en quelque sorte, ce chemin un petit peu tracé, à mon avis. Et puis en même temps, c'est un chemin de guérison. La guérison vient avec, puisqu'on se libère de beaucoup de conditionnements. Est-ce que ça veut dire, je vous souhaite d'avoir encore 50 belles années devant vous, au moins. L'idée, c'est de se dire aussi que vous êtes un peu, quelque part, à la merci de ce que vos guides vont vous souffler. Il peut y avoir demain, en vous levant, un ressenti, en vous disant il faut partir. Voilà. C'est possible. C'est possible. Qui sera peut-être inconfortable, mais qui sur le long terme sera positif. Et vous l'écouterez. Bien sûr. Encore aujourd'hui. Maintenant que vous êtes bien installé, vous repartirez. Ah, mais vous savez, tout est impermanent, on le sait, c'est les grands principes bouddhiques. Mais on le sait, moi j'aime beaucoup mon espace de pratique, mon centre de bien-être, que je partage avec mon mari dans la région de l'Ain. Mais je sais que oui, si jamais il y a autre chose, et qu'un jour les guides nous incitent à vendre, et ben ça sera on le fera. On suivra. Ça, c'est extraordinaire. Parce que vous pourriez, quand vous êtes dans ce confort-là, quand vous êtes enfin là où vous semblez être heureuse, vous pourriez rester dans ce confort-là, quoi. Alors, est-ce que le confort rend heureux ? Moi, j'aime beaucoup le confort pendant un moment, mais justement, le côté baroudage est toujours là. C'est sûr. J'aime bien le mouvement. Reprendre la mer, reprendre la mer, je ne sais pas, mais continuer d'explorer d'autres pays, d'autres pratiques, rencontrer des gens, finalement. Et puis, explorer la spiritualité autrement aussi. Quand on a vécu et quand vous avez partagé autant de temps avec ces peuples premiers, avec ces autochtones et autres,
notre système, dans notre petit hexagone à la française, ça doit vous sembler un peu étriqué, non? Est-ce que en ayant passé 14 ans en Nouvelle-Zélande et en vivant tel que vous vivez aujourd'hui en France, je veux dire, c'est peut-être pas étriqué, c'est mais pas un choc, non? C'est une autre façon d'aborder la spiritualité qui passe souvent plus par le mental. Une spiritualité où parfois on a l'impression qu'il faut réapprendre à sentir et à se replacer dans un espace cœur. En France? En France, oui, tout à fait. Et en même temps, beaucoup de choses à faire ressurgir finalement. Parce que cette spiritualité, elle existe. Elle a été sur nos territoires aussi. Mais elle a été enfouie, elle a été perdue. Et je trouve que c'est très beau, justement, d'accompagner les personnes ou d'aider au moyen d'ateliers, de formations, d'aider les personnes à reconnecter à cette part très spirituelle qu'ils ont en eux. Pour donner un exemple, Claire Jeanne. Est-ce que vous pourriez nous donner une sorte de routine que vous avez quotidienne? Comment se déroule une journée type? Une journée type. Dans vos rituels et dans votre façon de procéder en tant que praticienne chamanique et donc médium. Le matin est très important. Je trouve que les premiers moments sont les moments où on peut facilement se dévier et perdre son... C'est-à-dire que le matin est le moment pour se relier, à mon avis. Donc avant de prendre son téléphone, avant même d'aller prendre son café, on fait sa petite prière de gratitude et on invite ses guides spirituels, mais on invite aussi les ancêtres de ses lignées, on invite le grand esprit selon ses croyances, on invite toutes les personnes bienveillantes, lumineuses avec lesquelles on œuvre et qui marchent à côté de nous au quotidien à nous accompagner dès le réveil. Et on pose aussi une intention, J'aime bien prier pour ma famille, j'aime bien prier pour le plus grand bien aussi. C'est pas forcément très long, mais ça permet de conditionner son cerveau à être à l'écoute, en fait, et ensuite à œuvrer, accompagner. On a constaté scientifiquement que les, je crois, 20 premières minutes après le sommeil, après le réveil, sont celles où ce que l'on va faire va être répété toute la journée. Donc, si on prend son téléphone, on va avoir envie, spontanément, naturellement, d'aller rechercher son téléphone et de continuer de scroller. Alors que donc, 20 minutes, pas de téléphone. Ouais, 20 minutes, pas de téléphone, réseau. Non, bien sûr. Et puis c'est jouable. C'est jouable, c'est pas grand-chose. Ouais. Et la prière et la pose d'intention, elle n'a pas besoin de durer 20 minutes. Et ces prières, elles viennent d'où? Elles viennent du cœur. Des prières que vous enseignez? Oui, où j'invite les personnes à trouver les leurs, avec leurs mots, en général. C'est comme ça que ça fonctionne. On a envie de prier pour... certaines personnes prient pour la terre, certaines personnes prient pour les différents règnes. Moi, je prie beaucoup pour la guérison, pour la joie, pour l'authenticité chez les personnes, pour la connexion, pour finalement ce lien au visible et à l'invisible. Puis ça dépend de l'actualité, de mon actualité personnelle. Mes prières peuvent changer. Et c'est vrai que ensuite, quand donc je prends un petit cahier sur lequel j'écris les guidances que je reçois, et ensuite je ne les relis pas, je les laisse de côté, et parfois je les réouvre, mais en général on retient. Et puis les messages reviennent de toute façon. Ils reviennent par l'intermédiaire de participants à des formations, ils reviennent par l'intermédiaire de synchronicité, de magie au quotidien. Et ensuite, votre journée commence. Et ensuite, la journée commence. Ouais. Donc, c'est pas, on se fait toujours un monde de se dire, oh là là, les Miracle Morning, tout ce qu'on entend à droite, à gauche. Oui, non, ça il n'y a pas besoin de tout ça, en fait. En fait, ça marche pour certaines personnes, mais ça n'a pas besoin d'être ni strict, ni trop contraignant. L'idée, c'est de rester dans le jeu, de rester dans la... Quand on connecte comme ça à sa guidance, on reste dans des vibrations joyeuses, des vibrations élevées. Et finalement, c'est cette énergie-là qui va continuer de
d'amener une vie joyeuse et connectée. Donc 20 minutes par jour, tous les matins. 20 minutes le matin et le soir aussi. Et le soir? Et le soir. Ou vous remerciez le soir? Bien sûr, remercier, petit nettoyage. On rappelle ses énergies à soi. Parce qu'on donne, on partage. Et puis les lectures, moi j'aime bien ensuite lire, apaiser pour justement partir dans le sommeil en invitant aussi J'aime bien apaiser en fait mon mental de façon ensuite à inviter, et ça je le dis dans ma prière du soir, inviter mes guides spirituels à venir m'informer dans mes rêves. C'est une autre façon de recevoir les messages. Que vous notez ensuite, les rêves? Oui, les rêves, oui. Ouais. Oui. Alors là, les rêves, c'est le matin. Le matin, on réveille tout de suite. Sinon, on a tendance à les oublier. Et ils s'avèrent exacts? Ah, mais oui, toujours. On ne les comprend pas forcément tout de suite, mais c'est vrai que sur le long terme, on réalise que oui. Ouais. Quand on a... les rêves prémonitoires, vous voulez dire? Par exemple, bien sûr, mais même... Bien sûr. Ouais. L'exemple que je cite, je ne sais pas si... Non, je ne crois pas que j'en parle dans un livre, mais j'ai reçu un rêve prémonitoire avant de rencontrer mon mari, où j'ai reçu très clairement une image... De lui? Oui, de lui. Comme quoi on allait œuvrer ensemble avec un œil d'Horus. Il y avait un œil d'Horus sur le mur et qu'on allait travailler en fait ensemble dans la spiritualité. Et c'est quelqu'un que je connaissais un petit peu sans forcément l'avoir vraiment rencontré. Et je fais ce rêve et une semaine après, dans un festival spirituel, celui qui allait devenir mon mari passe devant moi. Donc vous le reconnaissez tout de suite? Je le reconnais. Je cours derrière et je lui dis, mais non, j'ai fait un rêve, on va travailler ensemble. Oui, bon, lui était occupé, il faisait ses soins, il avait des clients qui l'attendaient, il est parti. Mais moi, je savais. Que c'était l'homme de votre vie? Oui, tout à fait. J'ai attendu ensuite. Bien sûr. J'ai attendu que l'univers, l'alchimie se fasse. Et à chaque fois que j'allais dans mon village, je le rencontrais soit au supermarché, soit dans la rue. Il y avait toujours quelque chose qui se passait pour que je me retrouve face à lui. Est-ce que vous lui avez dit évidemment plus tard? Bien sûr, je savais que c'était toi et je savais que nous serions ensemble. Mais oui. Mais bien sûr. Je ne savais pas comment, c'est ce que je dis. On ne sait pas comment. Et comment se fait-il que lui, puisque maintenant vous avez les mêmes messages de vos guides, pourquoi est-ce que lui n'a pas entendu la même révélation que celle que vous avez pu avoir en sachant que c'était lui? Alors lui, il l'a eu plus tard, quand moi je doutais. Ah, ok. C'est les vases communicants. Hein, oui, c'est ça. Ouais. Moi, j'avais un cœur complètement fermé, je n'avais pas du tout envie de commencer une nouvelle relation. Et puis, lui a reçu des images de vie passée qu'on avait eues ensemble, qu'il m'a parlé et qui m'ont donné plein de frissons, que j'ai eu aussi en visuel. Et il est venu en fait compléter quelque chose qui a fait que j'ai fini par ouvrir mon cœur. C'est beau. Ça fait combien de temps? Ça fait plus de 7 ans maintenant. Plus de 7 ans. Ouais. Et vous travaillez ensemble? Oui, on travaille ensemble. Vous avez le domaine ensemble? On crée des merveilleux voyages sonores ensemble. Magnifique. C'est d'ailleurs l'objet d'un livre qui va sortir bientôt, la fréquence sonore et chants de guérison. Et ce sont des espaces où on emporte les gens au moyen du son. Le son avec les bols? Le son avec les bols tibétains. Avec le tambour? Ah oui, le livre là. Avec le tambour, avec le gong. Lui, mon mari chante aussi. Et donc, ce sont vraiment des espaces de guérison, des espaces de relaxation profonde, mais surtout d'ouverture de conscience. Qui sont les gens qui font appel à vous, qui viennent vous voir? Des personnes dans la yourte, parce que je travaille aussi en ligne, mais dans la yourte, donc dans notre réseau, dans l'Ain, ce sont des personnes qui vivent autour de chez nous, des jeunes familles, des personnes qui ont leur vie, qui parfois sont en phase de transition et qui ont besoin de retrouver de la clarté, qui ont besoin de s'apaiser, qui ont besoin de lâcher certaines choses. Des personnes qui font du voyage sonore un soin mensuel, finalement. Des personnes en cheminement spirituel, qui cherchent à s'ouvrir et à peut-être se relier aussi à leur guidance. Toutes sortes de personnes, vraiment. Des personnes qui ont des problèmes physiques aussi, qui viennent apaiser leur douleur. Apaiser leur douleur émotionnelle. Les personnes qui ont du mal à dormir. Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui investi de quelque chose? Investi d'une mission? C'est une bonne question. Alors, plusieurs choses. Cette notion d'aider les personnes à
se rendre compte qu'elles appartiennent à quelque chose de plus grand et qu'elles sont interconnectées. Et en lien avec l'invisible, oui, ça m'anime. Je me réveille le matin en pensant à ça. Et je n'ai pas de plus grande joie que lorsque je vois des participantes qui ont les yeux qui brillent à la fin comme ça s'est produit ce week-end, qui ont les yeux qui brillent à la fin d'un week-end de formation où elles n'ont pas juste appris à jouer du tambour, mais elles ont surtout compris et expérimenté les réalités non ordinaires. Et elles ont pu percevoir que dans ces réalités non ordinaires, il y avait des outils merveilleux pour justement se guérir. Il y avait des outils merveilleux pour se libérer, pour aller rencontrer ses ancêtres, des personnes qui ont reconnecté à des défunts avec qui ils n'avaient pas terminé certains chapitres de vie. Et les personnes sont dans la joie. Donc ça, oui, ça m'anime. J'aime beaucoup transmettre aussi par l'écriture toute forme de spiritualité. Tout à l'heure, vous me demandiez si les Français, la spiritualité ici était un petit peu étriquée. C'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est inviter des personnes de ces peuples autochtones à venir partager pour que les personnes de mon réseau puissent expérimenter une spiritualité incarnée. Donc ils viennent ici, ils viennent en France ? Oui, ils viennent en France. Ah ouais. Donc on a reçu dans notre yourte des Muisca de Colombie qui ont partagé des rituels très très jolis, une cérémonie cacao super habitée aussi, magnifique, pleine de sens, d'émotions. On a reçu une femme médecine chilienne aussi qui est venue, une maîtresse de cérémonie des plantes sacrées aussi. Il y a vraiment l'idée. Et puis là, je vais recevoir une personne qui fait des rites de passage aussi, et qui a 20 ans de pratique de Nouvelle-Zélande dans les rites de passage, et qui va proposer aussi certaines de ces activités dans mon centre. Et personne de Nouvelle-Zélande ? Si, alors j'ai invité... cette personne habite en Nouvelle-Zélande, okay. La personne dont je parle. Ouais, okay. Elle vient de Nouvelle-Zélande. Et puis j'ai invité d'autres personnes. Donc après, c'est trouver le moment qui soit juste pour tout le monde. Bien sûr. Ouais. Non, mais ça, c'est absolument fascinant. Et j'ai noté, là, pendant que vous étiez en train d'écrire, j'ai noté un mot parce que vous parlez donc de femme médecine, vous parlez vous dites praticienne chamanique. Avec tous ces peuples premiers que vous avez rencontrés, tous ces gens que vous faites venir, personne ne vous a adoubé chaman ? Alors, au Chili, quand je suis allée au Chili l'année dernière, j'ai passé 2 mois en sac à dos au Chili et au Pérou. Et je me suis retrouvée dans une petite hutte à recevoir un soin d'un machi traditionnel. Le machi traditionnel, c'est le guérisseur traditionnel chilien qui, à la fois, utilise les éléments, utilise des rituels pour rétablir l'équilibre. Et lorsque on a échangé, il a tout de suite reçu que je provenais d'une lignée de guérisseurs. Et il a reçu énormément d'informations sur ma lignée. Il me dit c'est une lignée de guérisseurs, les guérisseurs de la pierre blanche. Et ça, j'avais conscience que j'avais des ancêtres guérisseurs. Je n'avais pas conscience de cette pierre blanche qui avait l'air très importante pour lui. Et il est parti dans sa petite maison à côté. Et il est revenu en me faisant cadeau d'une de ces pierres blanches, en me disant ton rôle est en effet de raviver en fait la médecine de ta lignée. Et ces informations-là, vos guides n'ont pas pu vous les donner avec autant de précision ? Pas autant de précision, non. Non, parce que c'est pareil, les messages, ils viennent quand ils doivent arriver. On les a pas tous en même temps d'un coup. Il fallait que vous alliez là-bas pour avoir ces informations-là. Pour avoir cette information-là. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est beaucoup de déplacements. Ça serait sympa qu'ils puissent concentrer un peu toutes les infos au même moment. Oui, mais ça ne serait pas drôle, parce que je ne pas. Mais bien sûr. Alors après, adouber chaman. Pour moi, le chamanisme, c'est une médecine de l'âme, certes, mais c'est aussi un mode de vie. C'est une façon aussi d'accéder à une guérison qui est très profonde, très puissante. Et je le sais, enfin, j'ai envie de dire, j'ai eu tellement de confirmations, justement, en rencontrant aussi des personnes avec lesquelles
je percevais des choses qu'eux-mêmes percevaient et on était complètement en symbiose. Je sais pas, je me sens l'âme chamane, on va dire. Hein, Pourquoi autant de mal l'âme chamane. à le dire? L'âme chamane? Non, chaman tout court. Ah, chaman. Alors, c'est plus un respect, justement, parce que je trouve qu'en Europe, on questionne, on s'intéresse beaucoup aux mots, finalement. C'est vrai. Aux étiquettes et aux cases. Et je trouve que praticienne chamanique, c'est quand même quelque chose qui respecte, justement, peut-être ces cultures qui font des initiations sur des années de père en fils, etc. Des choses très dures. Mais je me dis, l'initiation chamanique, elle passe aussi par l'expérience de vie. Et finalement, les épreuves de la vie nous forment aussi. Et l'éveil spirituel et l'ouverture à la guidance, les guides continuent de nous former aussi. Et finalement, ouais. C'est un respect, je veux dire, peut-être pour les personnes de notre culture. Ouais. Face à l'adversité, face aux difficultés que vous avez pu rencontrer, face aux épreuves de la vie, comment vous avez abordé ça? Comment vous avez supporté ça? Comment vous avez passé la vague émotionnelle, difficile? Les difficultés de la vie. Ouais. Eh bien, je pense que lorsque l'on est dans l'événement lui-même, dans la difficulté, c'est une question de personnalité, de caractère. Moi, j'ai toujours fait preuve de résilience. Je me suis toujours relevée, probablement parce que j'étais aidée, sans forcément entendre non plus les messages de façon claire. Mais je sais que j'ai connu, comme beaucoup, des difficultés plutôt à l'adolescence, avec une maman malade que j'ai perdue très tôt. Et finalement, eh bien, on continue d'avancer. On continue d'avancer et on ne perd pas l'espoir. Je trouve qu'on garde la gaieté en soi. Et je ne sais pas comment expliquer. C'est une espèce de confiance en la vie, en fait. Que je vous pose cette question parce que le vivant est avec nous et on continue d'avancer. Ouais. Je vous pose cette question. En même temps, est-ce qu'on a véritablement le choix? Oui, est-ce qu'on a vraiment le choix? Je ne sais pas. Avancer, c'est sûr. Mais je vous pose cette question parce qu'à l'heure où on enregistre, évidemment, on est dans une phase du monde tellement difficile, tellement anxiogène, tellement dure, tellement... voilà. Pour ceux qui, évidemment, se posent la question, on enregistre cette émission en début mars. Oui. Et donc, là, il y a ce monde qui est en perpétuelle... révolution, pas évolution, mais révolution. Est-ce qu'on parle d'un monde en évolution parce qu'on est en révolution? Est-ce qu'on parle d'un monde en évolution parce qu'on est en révolution? Je voudrais continuer à le croire. Complètement. C'est vrai qu'on peut être assommé, et beaucoup de personnes le sont, sont assommées par l'actualité. Et où est l'espoir dans tout ça? Toutefois, à mon avis, en continuant de... On ne peut que garder confiance et foi en soi. Si on est venu dans cette incarnation, dans cette vie aujourd'hui, c'est pour contribuer. Contribuer pour nous, mais contribuer à quelque chose de plus grand. Et moi, je garde espoir que quelque chose est encore en train de se produire et qu'on continue d'avancer vers un monde plus lumineux et un monde d'amour. Et j'y crois parce que sinon... Je ne sais pas, j'ai confiance quand même. Je la garde, cette confiance. Et bien sûr, cette confiance, pour la garder, c'est aussi la cultiver, finalement. Ça s'entretient. Et donc, ça se cultive, tout à fait. Et mettre de côté tout ce qui peut nous dévier de cette... De cette foi, voilà, c'est ça, c'est tout à fait, c'est le mot que je cherchais, foi absolument. Et voix, tout à fait. En tout cas, c'est passionnant. Alors, il y a évidemment ces ouvrages, bien sûr. Le petit dernier, c'est Fréquences sonores. Alors, le petit dernier, c'est Fréquences sonores et Pachamama. Donc, celui-là, ça sera Pachamama, le petit dernier, mais celui-là, oui, le petit dernier, celui à venir, Fréquences sonores et chants de guérison, avec un oracle sonore inclus.
inclus. Alors évidemment, le titre est, je trouve, pour les ancêtres, je trouve ça très intéressant. Retrouver la sérénité, puisqu'on parlait évidemment de ce monde si anxiogène dans lequel nous vivons. Ça, c'est un ouvrage avec les 12 cartes incluses aussi de l'oracle. Oui, donc je vais essayer d'apporter là. Qui est ici, oui, absolument, aux éditions Jouvence. Et puis, il y a toujours ces trois-là ? Oui, alors voilà, là ce sont les deux mêmes, mais avec des couvertures de couleurs différentes. Ouais. Mais celui-ci, c'est la version poche du guide pratique. Et puis, Sagesse de Pachamama, accompagner et célébrer les étapes sacrées de la vie des femmes. Oui, donc là, c'est un ouvrage qui va permettre, qui va aider aux femmes, qui va aider les femmes à s'empuissancer en allant regarder quelles étapes de leur vie ont été peut-être mal traversées, sont encore à apaiser. Et au moyen de rituels, d'enseignements très beaux, ils vont les aider à se sentir complètes. Vous parliez tout à l'heure de votre lignée, Claire-Jeanne. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment d'être à la hauteur de cette lignée ? Oui. Ouais. Je fais honneur à mon... Alors, j'avais un grand-père, directement guérisseur, qui me fascinait. Pour lequel je comprenais ce qu'il faisait sans trop comprendre, mais j'étais toujours en admiration de ses pratiques qui étaient très ridiculisées par la famille. J'estime que je lui fais honneur, ou je fais honneur à ma lignée justement, en continuant d'œuvrer vers la guérison aujourd'hui. Et est-ce que ce grand-père oui. vous contacte ? Ah oui. Alors, c'est pas celui qui me contacte le plus, c'est drôle. Lui, je le sens, mais c'est plutôt l'autre grand-père, le grand-père maternel qui me parle, souvent, quand il y a des choses techniques. Mais oui, mes grands-parents me parlent, bien sûr, régulièrement. Et ces fameux guides, certains acceptent d'en parler, d'autres ont une certaine réticence et préfèrent garder ça pour eux. Vous savez qui ils sont ? Les autres guides, certains, oui. Je travaille beaucoup avec les anges. C'est un joli monde. Mais certains, oui, me donnent leur nom. Oui. Ce matin, par exemple, quand vous avez fait ce fameux rituel, vous avez écrit ? Alors, ce matin, je n'ai pas écrit. Parfois, j'enregistre aussi sur mon téléphone. Donc, j'avais dit de ne pas prendre le téléphone, mais ça arrive d'enregistrer. Parce que c'est aussi une autre façon de recevoir. Ce matin, j'ai enregistré plutôt. Et puis, alors, parfois, les messages sont aussi des messages très généraux sur... comment dire ? Sur justement sur l'humanité, en fait. Et dans les messages, il y a de l'espoir. On peut savoir ce que c'est ce matin, non ? Ce que ça a dit ou pas ? Non, on n'a pas le droit. Non, parce que surtout, je l'ai... Mais même moi, je ne les relis pas. Même moi, je ne les relis pas, en fait, le jour même. Je laisse un petit peu de temps pour les retrouver plus tard. Parce que... On est en écriture intuitive ? Oui, on est en écriture intuitive habituellement. Oui, tout à fait. L'écriture intuitive ou bien enregistrement. Bon. Qui laisse le flou intuitif. Donc on ne saura pas, c'est pas grave, j'aurais aimé savoir. Mais c'est un beau message de l'humanité, j'aurais aimé terminer l'émission sur un beau message d'humanité. Un beau message pour l'humanité. Il y avait vraiment cette notion de continuer à avancer, cette notion de confiance et de continuer à avancer. Est-ce qu'il faut véritablement passer par le chaos pour... J'allais dire, il y avait une notion de quelque chose sur le point de s'écrouler. Mais pas forcément facile. C'est difficile, oui, ça. C'est ça. C'est difficile de partager ça parce que c'est pas toujours au bout du chemin. Bien sûr, on retrouve la lumière. On le sait. Toutefois, il y a les étapes, il y a les épreuves, il y a le chemin initiatique. Et puis, mais vous êtes résolument, vous êtes solaire, hein, donc vous êtes résolument, comment dirais-je, optimiste. Hein, ça se sent. Oui. Ça se inspiré, sent. optimiste. Ouais, ça se sent. On sent qu'il y a effectivement... évidemment, c'est pas une, comment dirais-je, une spiritualité de béni oui qui ne voit que le côté youpi, tralala, tout va bien. Bien entendu, vous savez faire face et vous savez regarder aussi en face la réalité de ce monde, mais vous gardez toujours cette note d'optimisme, de résilience et positive. Oui. C'est vrai, hein ? On se connaît pas, mais pourtant, c'est le truc. Je me dis, moi, vous savez quoi ? J'admire ça. Ah bon ? Ouais. Je trouve que
n'y a pas de hasard, certes, et vous allez me dire, oui, mais j'ai œuvré pour ça, j'ai travaillé pour ça, j'ai fait de l'introspection régulièrement et vous continuez à le faire, mais j'envie ça. J'envie, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, mon Dieu, même face au chaos, vous gardez cette part de la tête haute. Une posture ouverte, certes. Oui. Comme je disais tout à l'heure, ça se cultive. Ça se cultive, absolument. Ça se cultive, et puis à soi de faire le tri des choses qu'on ne veut pas, dans lesquelles on ne veut pas s'engager, dans lesquelles on veut pas, auxquelles on ne veut pas donner de l'énergie finalement. Et puis vous savez, dans les traditions autochtones, on passe beaucoup de temps au quotidien à remercier, à demander, à remercier, à demander. Et finalement, c'est très bateau ce que je vais dire, parce que la gratitude, on en parle beaucoup, mais on oublie de le faire. C'est-à-dire, si on prenait son temps, si on prenait le temps de remercier plus, pour les bénédictions de la vie, pour le sourire que vous avez eu, que j'ai eu beaucoup de sourires en venant ici, des personnes qui m'ont fait des cadeaux, en fait, par des mots, par même des cadeaux autres, et remercier. Et équilibrer ce remerciement, justement, avec des demandes. Et à ce moment-là, si on remercie déjà, on invite des énergies positives, mais aussi, on peut aussi demander. Et puis visualiser aussi ce monde que l'on souhaite connaître, finalement, le visualiser en groupe, ou même pour soi, c'est vraiment une façon de le manifester. Et ça, j'y crois véritablement. Et je pense que c'est là aussi où, de temps en temps, il est nécessaire d'être accompagné pour ça. Oui. D'être aidé aussi pour ça. Parce que dans beaucoup de gens que je croise, avec lesquels je discute, qui ne sont pas nécessairement au fait de ce genre de choses, beaucoup disent, il y a une phrase qui revient souvent, c'est le « à quoi bon ». Qui est assez plombant. Hein. Le « à quoi bon », il ferme un chapitre. À quoi bon à quoi bon? D'où l'intérêt des espaces de conscience, l'intérêt des espaces, justement, en présentiel, parce que c'est très beau, hein, la visio et d'être derrière son écran. Mais c'est vrai que tellement plus de choses se passent quand on est en cercle. Bien sûr. Et bon, en tout cas, on ira dans l'un. Bien sûr. Venez nous voir. On mettra autour de la vidéo tous les liens qui vous permettent d'entrer en contact avec Claire-Jeanne, bien sûr, avec ses voyages sonores, avec toute l'actualité des différentes sessions. Vous faites ça tous les quoi? Alors, les voyages sonores une fois par mois. Une fois par mois. Sinon, les accompagnements chamaniques en permanence. Et puis, les formations praticiens en chamanisme aussi. Et on loge dans la yourte? On peut loger dans la yourte. On a aussi un appartement pour les stagiaires. Magnifique. Et tous les ouvrages, bien entendu, dont on vient de parler. Bon, j'espère que les guides ne vont pas débarquer là à la fin de l'émission en disant « il faut repartir en Nouvelle-Zélande, hein. Et vite !» On ne sait pas, pourquoi pas. Vos enfants sont sur la même lignée? Mes enfants sont très ouverts, très curieux, très spirituels, mais pas en pratiquant comme je peux le faire. Non. Mais ils ont ça en eux. Ils savent parler à leur guide quand ils ont besoin. J'imagine. Et ils les remercient. Et la phrase pour terminer, Claire-Jeanne, c'est de dire, il y a des gens qui disent, enfin beaucoup disent, tu n'as pas parce que tu ne demandes pas. Tout à fait. Et oui. Et beaucoup de personnes n'osent pas demander. Un petit héritage judéo-chrétien. Où beaucoup de personnes ne savent pas. Ne savent pas. Demander. Ou ont peur d'eux. Ou ont peur de demander. Ou considèrent qu'elles ne méritent pas non plus de recevoir. Ouais. Donc ça, c'est tout un travail sur l'équilibre du donner et recevoir, mais aussi de oser demander parce que c'est notre droit divin de recevoir. Et il y a tellement de personnes qui... Vous avez 2 heures. Vous avez 2 heures. C'est un bon sujet de philo. Un sujet de philo au bac. Ouais, exactement. tout à fait. Merci beaucoup, Claire-Jeanne. Merci infiniment. Avec grand plaisir, Marc. Pour votre expertise, accompagnement, praticienne chamanique, médium, autrice, enfin voilà, vous faites plein de choses. Tant que vos guides sont là, vous n'avez pas peur qu'ils vous plaquent à un moment donné, non? Alors, une fois, j'ai eu peur. C'est vrai? Une fois, j'ai eu peur. J'ai 2 minutes pour raconter, parce que l'histoire est drôle. Bien sûr. J'étais en voiture, et puis j'étais dans une espèce de flot de la vie formidable, et tout à coup, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu une pensée de peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer s'il me quitte?
mais qu'est-ce qui va se passer? Mais je ne pourrais plus vivre. Et j'étais au volant de ma voiture. Et à ce moment-là, j'étais en Nouvelle-Zélande, une voiture s'est mise devant moi avec une plaque d'immatriculation sur laquelle était écrite « Never ». Jamais. Jamais. Et la voiture s'est mise devant et a roulé devant moi. Et j'ai été rassurée. Et j'ai retrouvé le sourire. Waouh. La classe. On roule à gauche en plus, Oui, je crois. on roule à gauche. Bon. Merci beaucoup, Voilà. Claire-Jeanne. Merci infiniment. Et que vous commentez avec bienveillance tous les liens autour de la vidéo, bien entendu, pour rentrer en contact avec Claire-Jeanne, avec... comment il s'appelle, votre mari? Ah, mon mari, Will. Will Clayson. Will Clayson. Ça, c'est pas un truc d'Hollywood, ça? Hollandais. Hollandais, évidemment. Rencontré en Nouvelle-Zélande, Oui, tout à fait. hollandais, Voilà. Avec Installé. avec un œil d'Horus dans le rêve prémonitoire. magnifique. Merci infiniment et bon voyage et merci pour ce que vous permettez de faire au travers de vos inspirations et de votre accompagnement. On se retrouve quant à nous très vite pour une prochaine rencontre. Merci à tous.